Elle entra dans la cour, sa combinaison maculée de cambouis, et fut humiliée devant tout le monde. Le patron de l'entreprise rit, montra du doigt l'engin de 20 tonnes immobilisé avec un conteneur suspendu, et lança le défi cruel. « Si vous réparez ça en 3 heures, c'est à vous. Si vous échouez, votre carrière est terminée. » Sous le soleil écrasant, tandis que les ingénieurs se moquaient, elle resta silencieuse jusqu'à ce qu'elle fasse le premier pas qui fit taire toute la cour. Laissez-moi vous raconter une histoire qui s'est déroulée un matin de janvier, si chaud que même l'asphalte semblait fondre, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous allez faire la connaissance d'Amandine Dubois, une femme de 26 ans qui, ce jour-là, gara son pick-up Ford Ranger 2015, entièrement décoloré par le soleil provençal, devant les portes imposantes de Tavares Logistique Portuaire, l'un des plus grands transporteurs de conteneurs de la région. Amandine descendit de son véhicule, vêtue d'une combinaison de travail bleu taché de graisse, les cheveux noués en une queue de cheval pratique, et portait une mallette usée qui semblait avoir connu des jours meilleurs. À l'intérieur, des certificats et une lettre de recommandation qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir utiliser. Son cœur battait la chamade, non pas de la nervosité habituelle, mais de cette anxiété, de celui qui joue son va-tout. Voyez-vous, l'histoire d'Amandine n'a pas commencé à cette porte, elle a commencé bien avant, quand elle n'avait que 8 ans et que son père, Fernand Dubois, travaillait comme opérateur de grue au port de Marseille. Pendant 32 ans, cet homme avait dédié sa vie à ces équipements gigantesques qui déplaçaient des conteneurs comme s'il s'agissait de boîtes en carton. Et Amandine, elle se faufilait dans les cabines pendant les quarts de nuit de son père, observant chaque mouvement, chaque manœuvre, chaque son que ces machines produisaient. C'est là, littéralement entourée de conteneurs empilés, qu'elle développa une compréhension presque magique des équipements portuaires lourds. La jeune fille grandit et surprit toute sa famille de classe moyenne modeste du quartier de la Belle de Mai, quand à 18 ans, elle obtint une bourse complète pour étudier l'ingénierie mécanique à Centrale Marseille. Personne ne croyait que cette fille, qui passait plus de temps à l'atelier qu'en classe, pourrait aller si loin, mais elle y est allée, et même au-delà. Sa thèse sur l'optimisation des systèmes hydrauliques pour Rich Stackers attira l'attention de Kalmar Industries, le géant suédois des équipements portuaires. Ils la recrutèrent directement de l'université pour travailler en Suède. Pendant 4 ans, Amandine fut la seule Française et l'une des rares femmes au sein de l'équipe de développement d'équipements portuaires de Kalmar. Elle co-conçut des améliorations révolutionnaires sur le modèle DRG 450. Elle travailla aux côtés des meilleurs ingénieurs d'Europe, gagnait bien sa vie, vivait confortablement. C'était le rêve réalisé, vous comprenez, la jeune fille modeste de la Provence-Alpes-Côte d'Azur qui conquiert le monde. Mais il y a 6 mois, tout a changé. Fernand a subi un accident vasculaire cérébral qui l'a laissé partiellement handicapé. Amandine a tout laissé tomber. Le poste bien rémunéré, la vie confortable en Europe, les collègues, les projets, et est rentrée en France. Parce que la famille, c'est la famille, et certaines choses n'ont pas de prix. Désormais, avec ses économies qui s'épuisaient rapidement et les factures médicales de son père qui s'accumulaient en piles effrayantes sur la table de la cuisine, elle avait désespérément besoin d'un emploi. N'importe quel emploi dans le secteur portuaire de Marseille ferait l'affaire. Quand Amandine entra dans l'accueil climatisé de Tavares Logistique, elle s'attendait à être reçue par le responsable des ressources humaines. Mais c'est le patron de l'entreprise lui-même, Maurice Lambert, qui apparut. Un homme de 52 ans, bronzé, musclé, avec cette posture de celui qui a bâti un empire à partir de rien et qui affiche maintenant sa fortune de 140 millions d'euros sans aucune modestie. Veuf depuis 10 ans, depuis qu'il a perdu sa femme dans un accident de voiture, Maurice s'était transformé en un bourreau de travail aigri qui compensait son vide émotionnel par des démonstrations publiques de pouvoir et de richesse. Son bureau offrait une vue panoramique sur la cour des conteneurs, avec un sol en marbre et une climatisation glaciale. Maurice était assis dans son fauteuil en cuir quand Amandine entra. Il jeta à peine un coup d'œil au CV qu'elle lui tendit.
Ses yeux parcoururent sa combinaison sale de haut en bas, et le dédain dans son expression était visible comme une cicatrice. « Vous êtes venu à l'entretien de mécanicien habillé comme ça ?» dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « J'ai cru que c'était pour le poste de femme de ménage. » Deux responsables présents dans la pièce rirent. Amandine sentit le sang lui monter à la tête, mais respira profondément et garda sa voix calme lorsqu'elle expliqua qu'elle venait de finir un travail freelance, réparant un chariot élévateur pour payer les factures du mois. Maurice se pencha en arrière sur sa chaise, croisa les bras sur sa poitrine. « Mademoiselle, ici, nous travaillons avec des équipements qui valent des millions d'euros. Des Reach Stackers, des Kalmar, des chariots élévateurs HERE de 16 tonnes, des grues mobiles Liebherr. Ce ne sont pas ces petits caddies de supermarché que vous, les femmes, avez l'habitude de conduire, n'est-ce pas ?» La provocation était délibérée, calculée pour humilier. Amandine sentit la colère monter dans sa gorge, mais garda sa contenance. Elle mentionna discrètement son expérience chez Kalmar, en Suède, espérant que cela changerait le ton de la conversation. Maurice lâcha un rire fort. « Bien sûr, et moi, je suis le prince de Norvège. Écoutez, ma petite, j'apprécie votre intérêt, mais ce poste est pour un homme. C'est un travail lourd, vous savez comment c'est. » Avant qu'Amandine ne puisse répondre, l'un des responsables entra en courant dans le bureau, pâle comme un linge. « Monsieur Lambert, nous avons une urgence critique. Le Reach Stacker principal est bloqué au milieu de la cour avec un conteneur de 28 tonnes suspendu à 6 mètres de hauteur. Les freins hydrauliques ont cédé et la machine perd de la pression. Si nous ne résolvons pas cela dans les prochaines heures, nous devrons évacuer toute la cour et suspendre les opérations. Nous avons déjà perdu 300 000 € aujourd'hui. » Maurice se leva d'un bond et tout le groupe courut vers la cour. Amandine le suivit par instinct, son cœur s'emballant, non de peur mais de reconnaissance. Elle connaissait ce type d'urgence. Au centre de la zone d'opération, sous le soleil écrasant de midi qui faisait onduler l'air en vagues de chaleur, était arrêté un imposant Kalmar DRG 456-5XS, un colosse de 20 tonnes peint dans le ton jaune-orange caractéristique de la marque. La machine retenait un conteneur frigorifique rempli de viande congelée destinée au Moyen-Orient d'une valeur déclarée de 2,4 millions d'euros, suspendue dans les airs comme une épée de Damoclès sur le point de tomber. Autour, 3 mécaniciens de l'entreprise et 2 ingénieurs contractuels analysaient frénétiquement le problème, consultant des manuels sur des tablettes, gesticulant, discutant à voix haute et tendue. La panique était palpable dans l'air chaud. Amandine s'arrêta à 5 mètres de la machine et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ses yeux, entraînés pendant 4 ans à concevoir précisément ce modèle en Suède, parcoururent chaque détail de l'équipement. L'angle anormal de la flèche hydraulique, le motif irrégulier de fuite d'huile sur le béton, le sifflement presque imperceptible provenant de la cabine. En 15 secondes, elle identifia le problème exact, mais resta silencieuse, observant. Maurice la vit là, immobile, regardant la machine, et une idée perverse lui traversa l'esprit. Il frappa fort dans ses mains pour attirer l'attention des 30 employés présents dans la cour. « Mes amis, nous avons ici une candidate mécanicienne, » annonça-t-il d'un ton moqueur, désignant Amandine comme si elle faisait partie d'un numéro de cirque. Elle est venue aujourd'hui chercher un emploi. Et voyez la coïncidence. Nous avons le Reach Stacker en panne juste devant nous. Pourquoi ne pas lui donner l'occasion de montrer son talent? Les rires furent généralisés. Un des mécaniciens, un homme d'une 50aine d'années nommé Oswald, murmura avec suffisance pour que tous l'entendent. Elle ne doit même pas savoir ce qu'est un Reach Stacker, chef. Elle pense probablement que c'est une sorte de gros chariot élévateur. Plus de rire. Amandine sentit 30 paires d'yeux sur elle, certains amusés, d'autres mal à l'aise, mais tous observateurs. Maurice s'approcha d'elle avec un sourire cruel aux lèvres, puis il fit la proposition qui allait tout changer. « Je vais vous faire une proposition, mademoiselle.
dit Maurice, sa voix résonnant dans la cour silencieuse. Vous avez 3 heures. Si vous parvenez à réparer cette machine, pas d'improvisation, pas de bricolage, mais une réparation réelle et sûre. Non seulement je vous embauche, mais je vous donne cette machine en cadeau. C'est un équipement de 2,8 millions d'euros, pratiquement neuf, seulement 1200 heures d'utilisation. Vous deviendrez riche. Il marqua une pause dramatique, tournant autour d'Amandine comme un prédateur autour de sa proie. Le soleil frappait impitoyablement son dos, créant une longue ombre sur le béton taché d'huile. Mais il continua, et le sourire sur son visage s'élargit. Mais quand vous échouerez, et vous échouerez, vous reconnaîtrez devant tout le monde ici qu'une femme n'a pas la capacité technique de travailler avec des équipements lourds. Vous partirez d'ici, retournerez à votre cuisine et ne poserez plus jamais un pied dans un port ou une entreprise de transport. De plus, j'appellerai personnellement tous les responsables portuaires de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Marseille à Nice, et je veillerai à ce que votre nom devienne synonyme d'incompétence. Vous relevez le défi ? Le silence qui suivit était aussi lourd que le conteneur suspendu dans l'air. Certains employés regardèrent leurs chaussures, manifestement mal à l'aise, avec la cruauté de la proposition, mais personne n'osa contester le patron. Maurice Lambert signait les fiches de paie de tous les présents, et dans la hiérarchie brutale du monde des affaires, cela signifiait un pouvoir absolu. Amandine regarda la machine jaune-orange brillant sous le soleil. Puis elle pensa à son père, Fernand, qui l'attendait à la maison pour sa séance de kinésithérapie de 15 heures. Sa main gauche, qui tremblait encore quand il essayait de tenir un verre d'eau, le côté droit de son visage, qui pendait légèrement, séquelles de l'AVC. Ses yeux qui parfois se remplissaient de larmes quand il regardait ses propres mains et se souvenait de l'homme capable qu'il avait été. Elle pensa aux factures médicales dans son sac. La dernière consultation avec le neurologue, 850 €. La kinésithérapie hebdomadaire, 400 € par séance, les médicaments qui coûtaient plus cher que la nourriture. Les économies qu'elle avait rapportées de Suède avaient déjà fondu à moins de 15 000 €. De quoi tenir 3 mois, peut-être 4, si elle serrait la ceinture jusqu'à l'os. Et puis Amandine pensa aux centaines d'heures qu'elle avait passées chez Kalmar Industries à Lidköping, en Suède, pendant les froides nuits d'hiver, quand elle restait jusqu'à 22 heures au laboratoire d'essai, développant des améliorations pour le système hydraulique de cette série spécifique, aux essais sur le terrain qu'elle avait personnellement supervisés dans les ports du Danemark, d'Allemagne, des Pays-Bas, aux réunions techniques où elle, souvent la seule femme dans la pièce, présentait des solutions que des ingénieurs avec 20 ans d'expérience n'avaient pas envisagées. Quelque chose changea dans ses yeux. Ce n'était pas de la colère, mais une détermination froide et calculée. La même détermination qui l'avait mené de la périphérie de Marseille à une université d'ingénierie, la même qui l'avait fait traverser l'Atlantique seul à 22 ans, la même qui l'avait ramené quand son père en avait eu besoin. « J'accepte », dit-elle simplement, sa voix ferme et claire tranchant l'air chaud. Elle enleva l'élastique de ses cheveux et refit sa queue de cheval. Un geste pratique de quelqu'un qui se prépare à travailler. Mais j'aurai besoin de 3 choses. Un accès total à la machine, votre caisse à outils industriels et que tout le monde reste à au moins 10 mètres de distance pour des raisons de sécurité. Maurice lâcha un rire fort et sincère. Il croyait vraiment avoir gagné. « Messieurs, vous avez entendu ? Donnez à la demoiselle ce qu'elle demande. Ça va être amusant à regarder. » Oswald, le mécanicien vétéran, apporta une caisse à outils industriels montée sur un chariot à roulettes. « Tiens, ma petite, » dit-il, et le diminutif portait tout le poids de son dédain. « Besoin d'aide pour trouver le tournevis ?» Plus de rire. Amandine l'ignora complètement. Elle marcha vers la machine d'un pas décidé, ses bottes de sécurité résonnant sur le béton. Avant même de monter dans la cabine, elle s'agenouilla et examina le motif de la fuite au sol. L'huile hydraulique formait une flaque irrégulière, avec des tentacules se propageant dans des directions spécifiques qui racontaient une histoire à qui savait lire.
Avec 2 doigts, elle toucha le fluide, le frotta entre ses doigts, testant la viscosité, puis le sentit. Son nez se plissa légèrement, huile surchauffée, avec une légère odeur de brûlé. La température était d'au moins 15 degrés au-dessus de l'idéal. Cela confirmait une partie de son hypothèse initiale. Elle monta dans la cabine par l'échelle latérale de 8 marches, sentant le métal chaud même à travers ses gants de travail. Quand elle s'assit sur le siège de l'opérateur, ses pieds atteignaient à peine les pédales. La machine était réglée pour un homme d'au moins 1,85 m. Elle ignora l'inconfort et commença à vérifier systématiquement tous les affichages numériques du tableau de commande Kalmar Smart Control. Température de l'huile hydraulique, 89 degrés C, 7 degrés au-dessus de la plage opérationnelle idéale. Pression du système principal oscillant entre 280 et 310 bars, alors qu'elle devrait être stable à 350 bars. Pression du système de levage, critique à 180 bars. Chaque chiffre était une pièce du puzzle se formant dans son esprit. En bas, sur le sol, les ingénieurs continuaient de consulter des manuels sur leurs tablettes, gesticulant, étant en désaccord sur les diagnostics. L'un d'eux, un jeune homme à lunettes, suggérait que le problème venait des joints du cylindre principal. L'autre, plus âgé et chauve, insistait sur une défaillance du système de contrôle électronique. Les deux avaient tort, mais Amandine ne dit rien. Elle devait être absolument certaine avant d'agir. 15 minutes s'écoulèrent dans un silence absolu. Amandine resta dans la cabine, vérifiant chaque lecture, chaque indicateur, prenant des notes mentales. En bas, certains employés commençaient à s'impatienter. Maurice vérifia sa Rolex Submariner de 85 000 €, un geste ostentatoire qui ne passa inaperçu auprès de personne. Déjà 15 minutes, et elle n'a même pas commencé à travailler, commenta-t-il à voix haute. Elle ne sait probablement même pas par où commencer. Plus de murmures d'acquiescement. Mais Oswald, malgré son scepticisme initial, observait Amandine avec une curiosité croissante. Il avait 28 ans d'expérience en mécanique lourde et reconnaissait la méticulosité de quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. La façon dont elle avait examiné l'huile au sol n'était pas celle d'une amatrice. Mais Amandine savait exactement quoi chercher. Elle plongea sa main droite dans le compartiment, les mains plus petites d'une femme, atteignant un espace qui serait étroit pour la plupart des hommes, et sortit une lampe de poche LED de son propre sac à dos. Elle illumina une zone spécifique, profondément à l'intérieur du compartiment, où se trouvait une vanne qu'elle-même avait contribué à redessiner en 2022. Vanne proportionnelle directionnelle Parker D1FP défectueuse, dit-elle à voix haute, mais parlant plus à elle-même qu'à l'assemblée. Code de pièce 3934917. La bobine électromagnétique de commande présente une défaillance intermittente qui provoque une perte progressive de pression dans le circuit de levage. Elle fit une pause, puis se tourna vers Oswald. Le problème a commencé progressivement, il y a probablement 3 semaines. Vous avez remarqué une réponse plus lente dans les mouvements de levage, n'est-ce pas? Un délai d'une demi-seconde, peut-être une seconde, entre la commande et la réponse. Oswald pâlit, car oui, ils avaient remarqué exactement cela. Il y a 2 semaines et demie, 3 opérateurs différents avaient commenté que la machine était paresseuse lors des levages, mais Oswald avait dit que c'était normal. Usure opérationnelle, rien d'inquiétant. La fuite que vous voyez au sol n'est pas la cause, continua Amandine. Sa voix gagnait en assurance technique. C'est le symptôme. La vanne défectueuse fait travailler le système en surcharge, surchauffant l'huile et forçant les joints du cylindre principal. Si vous tentiez de simplement remplacer les joints, comme vous prévoyez probablement de le faire, la machine tomberait de nouveau en panne dans 48 heures, peut-être 72. Elle se leva, s'essuya les mains sur un chiffon et regarda directement Maurice. Et il y a plus. Si la pression chute de 40 bars supplémentaires, ce qui arrivera dans les 25 prochaines minutes si personne n'agit,
Le frein d'urgence tombera complètement en panne. Ce conteneur de 28 tonnes va s'effondrer. Avec la hauteur actuelle de 6 mètres et le poids, toute la machine basculera sur le côté gauche. Elle écrasera probablement toute personne ou véhicule dans un rayon de 8 mètres. 3 personnes mourraient instantanément, peut-être 4. Le silence qui suivit fut absolu. Même les bruits lointains du port semblèrent cesser. Maurice avait complètement cessé de sourire. « Comment savez-vous tout cela ?» demanda le plus jeune ingénieur, sa voix empreinte de scepticisme, mais aussi d'une curiosité sincère. Amandine ne répondit pas. Elle prit un ordinateur portable dans la caisse à outils, un Dell Latitude Rugged, qui semblait avoir survécu à une guerre, connecta un câble de diagnostic au port CAN-bus de la machine, situé sur la partie inférieure du châssis. Ses doigts volèrent sur le clavier avec une vitesse impressionnante, tapant des commandes qui avaient peu de sens pour les observateurs. Elle accéda au système de contrôle électronique en utilisant un mot de passe d'ingénieur d'usine KLML 42847 que seuls les employés seniors de Kalmar Industries connaissaient. Le système demanda une authentification biométrique secondaire. Amandine hésita une seule seconde, puis elle pressa son pouce droit sur le scanner improvisé de l'ordinateur portable. « Accès accordé. Bienvenue de retour. Ing. Dubois. » afficha l'écran en anglais. Les codes d'erreur qui apparurent à l'écran confirmèrent exactement son diagnostic. Défaillance intermittente. Palais 41 sur la vanne proportionnelle. Surchauffe progressive dans le circuit 2A. Perte progressive de pression documentée sur 17 jours. L'ingénieur le plus âgé put voir l'écran par-dessus l'épaule d'Amandine. Ses yeux s'écarquillèrent. « Mon Dieu, elle a raison. D'où a-t-elle tiré ce mot de passe d'accès ?» Mais Amandine travaillait déjà. Elle fit quelque chose qui laissa tout le monde absolument bouche bée. En utilisant le système de commande manuel d'urgence, une fonction qui ne figurait même pas dans le manuel d'utilisation standard, elle commença à redistribuer la pression hydraulique entre les circuits secondaires. Ses doigts dansaient sur le clavier, insérant des commandes qui déviaient temporairement une partie de la charge du système principal vers les cylindres de stabilisation latérale. C'était une manœuvre qui n'existait dans aucun manuel de service car elle exigeait une connaissance intime de l'architecture interne du système, connaissance que seuls les ingénieurs qui avaient conçu la machine possédaient. La pression sur l'affichage principal commença à se stabiliser. 280 bars, 285 bars, 290 bars. Le son du système hydraulique changea subtilement, le gémissement aigu de surcharge diminuant pour un ronronnement plus uniforme. Avec la pression temporairement stabilisée, Amandine eut enfin le temps de travailler sur la solution permanente. Elle retourna au compartiment latéral et, avec une vitesse chirurgicale, commença à démonter la vanne défectueuse. C'était un composant de précision de la taille d'une bouteille d'eau de 500 millilitres, lourd, couvert d'huile chaude. Elle le retira complètement et descendit de la machine, la pièce à la main. Elle étendit une vieille bâche au sol, sur le seul coin d'ombre disponible, et là même, avec 30 personnes observant dans un silence absolu, elle démonta la vanne. Ses mains travaillaient avec une précision millimétrique, retrait du couvercle supérieur, extraction du tiroir interne, inspection visuelle de chaque composant. Et puis, elle trouva. La bobine électromagnétique était partiellement brûlée, avec des signes visibles de surchauffe à la base. « Ici », dit-elle, tenant la minuscule pièce pour qu'Oswald puisse voir. Résistance électrique compromise. Elle génère une chaleur excessive et perd de sa force magnétique. C'est pourquoi la réponse intermittente. Oswald se pencha pour mieux observer. Même avec son scepticisme, il ne pouvait nier ce qu'il voyait. Et maintenant ? La pièce de rechange doit venir d'Europe. Cela prendra 15 jours au minimum. Amandine sourit pour la première fois depuis son arrivée. Non, si j'improvise. Elle se leva et se dirigea vers le dépôt de pièces de l'entreprise, ses pas confiants. Maurice la suivit, ainsi que la moitié des observateurs, tous curieux de savoir ce qu'elle allait faire. Dans le dépôt,
Amandine examina les étagères avec un regard entraîné, cherchant quelque chose de précis. « Ici », dit-elle, prenant une boîte poussiéreuse. « Vanne directionnelle Rexroth Hot 4W6. Ce n'est pas la même application, mais la bobine a des spécifications compatibles à 84%. Elle retourna à la bâche au sol et, à la stupéfaction générale, commença à démonter la deuxième vanne et à en extraire des composants spécifiques. « Ce n'est pas du bricolage », expliqua-t-elle en travaillant. Ses mains étaient maintenant complètement couvertes d'huile hydraulique sombre. C'est de l'ingénierie adaptative. Cette bobine a une impédance de 24 ohms contre 25 pour l'original, un courant nominal de 0,9 ampères contre 0,95 et une force magnétique de 45 newtons contre 48. Ce n'est pas idéal pour une utilisation prolongée, mais cela tiendra parfaitement pendant 200 heures de fonctionnement jusqu'à l'arrivée de la pièce originale d'Europe. Elle fit une pause et regarda directement les ingénieurs. « Et avant que vous ne demandiez, oui, je sais exactement ce que je fais car j'ai conçu le système de redondance de cette série spécifiquement pour permettre ce type de réparation sur le terrain en situation d'urgence. » 2h40 après avoir accepté le défi, Amandine termina de remonter la vanne avec la bobine adaptée. Chaque composant fut réinstallé dans la séquence exacte. Chaque joint vérifié 2 fois, chaque connexion serrée au couple précis. Elle s'essuya les mains sur un chiffon déjà méconnaissable, tant il était sale, et remonta dans la cabine du Richtstacker. La chaleur à l'intérieur de la cabine était étouffante. L'air stagnant portait l'odeur de métal chaud et d'huile. Amandine ajusta le siège à sa taille, vérifia tous les rétroviseurs latéraux, attacha sa ceinture de sécurité. Ses mouvements étaient méthodiques, professionnels, comme quelqu'un qui l'avait fait 1000 fois auparavant. Elle tourna la clé de contact à la première position. Les lumières du tableau de bord s'allumèrent en séquence. Jaune, jaune, vert, vert. L'affichage numérique commença son auto-vérification standard, ces 30 secondes qui semblaient une éternité. Amandine attendit, observant chaque indicateur, chaque jauge, son cœur battant fermement mais sous contrôle. En bas, 30 personnes retinrent leur souffle. Maurice Lambert était immobile, à exactement 10 mètres de la machine, les bras croisés, la mâchoire tendue. Il s'attendait toujours à la voir échouer. Il croyait encore que toute cette démonstration technique n'était que du théâtre, la chance du débutant, rien de plus. L'affichage termina la vérification. Tout système. OK. Amandine tourna la clé à la deuxième position et actionna le démarreur. Le moteur diesel Mercedes OM 460LA de 355 chevaux démarra une fois, 2 fois, puis rugit de vie avec un son profond et puissant qui résonna dans toute la cour. La vibration familière parcourut la cabine et Amandine sentit ce fourmillement dans les doigts qu'elle ressentait toujours lorsqu'elle travaillait avec ces machines gigantesques. Elle laissa le moteur chauffer pendant 90 secondes, observant la température de l'huile monter graduellement. 45 degrés, 52 degrés, 61 degrés, 68 degrés. Quand elle atteignit 70 degrés, elle actionna le système hydraulique principal. Le son changea. Le rugissement du moteur fut accompagné du bourdonnement caractéristique des pompes hydrauliques entrant en fonctionnement. Amandine vérifia le tableau de bord. Pression du système principal se stabilisant à 340 bars, 344 bars, 348 bars. Parfait. La température de l'huile était maintenant à 86 degrés, exactement dans la plage opérationnelle idéale. Elle posa sa main droite sur le levier de commande principal, ce levier multi-axe qui commandait tous les mouvements de la flèche hydraulique. Ses doigts se courbèrent autour de la poignée avec une familiarité intime. Par de minuscules mouvements millimétriquement calculés, elle commença à abaisser le conteneur. La flèche hydraulique répondit instantanément. Sans délai, sans hésitation, sans oscillation, le conteneur de 28 tonnes commença à descendre doucement, de manière contrôlée, comme s'il ne pesait que quelques tonnes.
Amandine garda les yeux alternants entre le conteneur à l'extérieur et les indicateurs du tableau de bord. Pression stable à 348 bars, température commençant à baisser à 83 degrés C, pas de fuite, pas d'oscillation. En bas, Oswald observait, la bouche entr'ouverte. En 28 ans de travail avec des équipements lourds, il n'avait jamais vu quelqu'un opérer un reach stacker avec cette douceur, cette précision. C'était comme regarder un chef d'orchestre diriger un orchestre. Chaque mouvement délibéré et parfait. Le conteneur descendit centimètre par centimètre, 6 mètres, 5,5 mètres, 5 mètres. Amandine fit un ajustement microscopique de la position latérale, compensant un léger désalignement que personne d'autre n'aurait remarqué. 4,5 mètres et 4 mètres. Maurice Lambert était pâle. La confiance arrogante qui avait empli son visage 2 heures auparavant s'était évaporée comme de l'eau sur une plaque brûlante. Il regardait cette femme qu'il avait humiliée, qu'il avait ridiculisée, faire preuve d'une maîtrise absolue sur une machine de presque 3 millions d'euros, 3 mètres, 2,5 mètres d'eux-mêmes. Amandine réduisit encore la vitesse de descente. Le conteneur se déplaçait maintenant si lentement qu'il semblait flotter, suspendu par des fils invisibles. 1,5 mètres, 1 mètre. Quand le conteneur toucha le sol, le son fut presque imperceptible, un léger contact, doux comme une plume. Malgré les 28 tonnes de poids, Amandine désactiva le système de levage, attendit que la pression hydraulique s'égalise complètement, puis recula la machine avec une précision chirurgicale. Elle gara le reach stacker, exactement dans la zone désignée, suivant les marquages peints sur le béton avec une perfection absolue. Elle coupa le système hydraulique en premier, attendit que les pompes s'arrêtent complètement, puis réduisit progressivement la rotation du moteur avant de l'éteindre. Le protocole d'arrêt exact qu'elle avait elle-même écrit dans le manuel d'utilisation. Amandine descendit de la cabine, s'essuya à nouveau les mains sur le chiffon déjà méconnaissable de saleté et se dirigea directement vers Maurice Lambert. Elle s'arrêta à 2 mètres de lui, le regarda droit dans les yeux. « Travail terminé », dit-elle d'une voix calme et ferme. « La machine est opérationnelle et sécurisée. Je recommande le remplacement de la vanne principale dans 15 jours et une révision complète du système de refroidissement dans 30 jours. Et quant à notre accord, j'attends le transfert de la documentation de la machine d'ici vendredi. » Maurice ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Il regarda la machine, puis Amandine, puis les 30 employés qui avaient tout vu. Certains observateurs commencèrent à applaudir timidement, mais s'arrêtèrent en voyant l'expression du patron. C'est à ce moment que 3 véhicules entrèrent dans la cour. Un Toyota Hilux blanc, un Ford Ranger bleu et une berline Volkswagen Passat noire avec des plaques diplomatiques. Les véhicules s'arrêtèrent près du groupe et du Passat descendirent 2 hommes en costume gris impeccable, complètement déplacés dans l'environnement industriel sale et chaud. L'homme le plus âgé, peut-être 55 ans, grand et blond, avec des traits scandinaves inconfondibles, portait une mallette en cuir et une tablette. Il se dirigea directement vers le groupe d'un pas décidé, son accent devenant évident dès les premiers mots. « Bon après-midi », dit-il en français avec un fort accent scandinave, chaque syllabe prononcée avec un soin excessif. « Je suis Lars Bergström, superviseur technique de Kalmar Industries pour l'Europe du Sud. Nous avons reçu une notification automatique du système de télémétrie de cette machine indiquant une opération critique, puis une intervention manuelle non autorisée sur les systèmes de contrôle. Avez-vous un technicien certifié Kalmar niveau 4 qui travaille ici ?» Maurice était sur le point de répondre, la bouche ouverte pour fabriquer une explication, quand Amandine s'avança de 2 pas. « Salut, Lars !» dit-elle en anglais parfait, avec un léger accent suédois qui surprit tous les présents. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. C'est moi qui ai fait l'intervention. Désolé de ne pas avoir prévenu le département technique avant, mais c'était une urgence légitime. » Lars Bergström était en train de vérifier quelque chose sur sa tablette quand il entendit la voix. Sa tête se releva brusquement, ses yeux bleus écarquillés sous le choc absolu. Il resta paralysé pendant 3 secondes complètes, traitant le visage couvert de cambouis devant lui.
Amandine, dit-il, la voix montant d'une octave de surprise. Amandine Dubois, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu étais toujours en Suède. Toute l'équipe te demande chaque semaine. Il se tourna vers Maurice avec une expression mêlant confusion et presque de l'indignation. Monsieur, avez-vous une idée de qui est cette femme? Maurice était blanc comme un linge. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. Lars continua, sa voix gagnant en volume et en intensité à chaque mot. C'est l'ingénieure Amandine Dubois, ancienne ingénieure conception senior de notre siège à Lidköping, en Suède. Elle a dirigé l'équipe qui a conçu 70% des améliorations de la série DRG 450 que vous exploitez ici. Elle a littéralement écrit le manuel de service avancé de cette machine. Il gesticula dramatiquement vers le Rich Stacker jaune-orange derrière eux. Cette machine-là, Amandine a conçu le nouveau système de distribution de pression hydraulique. Elle a développé le protocole de sécurité de levage. Elle a créé l'algorithme de compensation de charge qui permet un fonctionnement plus fluide, avec 30% moins d'usure des composants. Lars prit sa tablette et la montra à Maurice, tournant l'écran vers lui. Kalmar lui a offert 200 000 € par an pour qu'elle reste avec nous. 200 000 € et elle a refusé pour revenir en France. Qu'est-ce qu'elle faisait à chercher un emploi de mécanicienne de base ici? Les employés présents commencèrent à murmurer entre eux. Oswald avait la main sur la bouche, les yeux fixés sur Amandine, avec une expression de choc et quelque chose qui ressemblait à de la honte. Les deux ingénieurs qui avaient été passés des heures à essayer de diagnostiquer le problème étaient pâles, réalisant qu'ils avaient été complètement surpassés par quelqu'un qu'ils n'avaient même pas considéré comme une menace. Lars n'avait pas encore terminé. Il toucha l'écran de la tablette, affichant des données, et d'après le rapport de télémétrie que je vois ici, elle a effectué une redistribution adaptative de pression multicircuit en utilisant les systèmes secondaires de stabilisation. C'est une technique de niveau 5 réservée aux ingénieurs seniors de développement. Elle ne figure pas dans le manuel d'utilisation, pas dans le manuel de service standard et même pas dans le manuel de service avancé. Il regarda directement Amandine, une admiration sincère brillant dans ses yeux. Cette technique ne figure que dans le document interne d'ingénierie d'urgence auquel seulement 12 personnes dans le monde sont autorisées à accéder. Amandine en fait partie. En fait, c'est elle qui a développé cette technique spécifique en 2023, lors des essais sur le terrain à Rotterdam. Lars reporta son attention sur Maurice. Il n'y a que 12 personnes au monde, certifiées Kalmar niveau 5. 4 sont en Suède, 3 en Allemagne, 2 en Chine, 1 au Japon, 1 en Australie et 1 ici en France. Amandine Dubois. Il marqua une pause, laissant l'information s'infiltrer. Et comment l'avez-vous reçue, monsieur? En lui offrant quel type de poste? Maurice ne parvenait pas à parler. Sa gorge était nouée, son visage alternant entre le blanc et le rouge. Ses mains tremblaient visiblement le long de son corps. Lars se tourna à nouveau vers Amandine, son expression s'adoucissant. « Tu as sauvé cette machine, tu as probablement sauvé quelques vies, et en plus, tu as improvisé une solution de réparation sur le terrain que je vais personnellement ajouter au prochain manuel d'urgence. » Brillante comme toujours, Amandine. Amandine sourit timidement mais garda sa posture ferme. Elle s'essuya un peu plus de cambouis de ses mains et dit alors, sa voix claire et ferme coupant le silence tendu, « Alors, monsieur Lambert, à propos de notre pari, tous les regards se tournèrent vers Maurice, l'homme qui, il y a 3 heures, était plein d'arrogance, le propriétaire d'un empire de 140 millions d'euros, qui riait de la jeune femme essayant de réparer sa machine. Maintenant, il était complètement anéanti. Maurice tituba jusqu'à une chaise en plastique qu'un employé apporta rapidement et s'y effondra, comme si ses jambes avaient perdu toute leur force. Il se cacha le visage dans les mains, les épaules courbées, le corps entier tremblant. Puis, à la stupéfaction absolue de tous les présents, Maurice Lambert commença à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes discrètes ou des yeux humides, c'étaient des sanglots profonds, sincères, qui secouaient tout son corps.
Les larmes coulaient entre ses doigts, dégoulinant sur le béton taché d'huile à ses pieds. « Je suis un idiot !» murmura-t-il, la voix brisée et rauque. « Un idiot complet. J'allais détruire la carrière de la personne la plus qualifiée qui ait jamais mis les pieds dans cette entreprise. J'allais, mon Dieu, qu'est-ce que j'allais faire ?» Il leva ses yeux rouges et gonflés vers Amandine, et la douleur dans son expression était visible, vraie. « Vous êtes venu ici demander un emploi. Vous étiez désespéré. Je l'ai vu dans vos yeux, je l'ai ignoré. Et j'ai transformé votre désespoir en un cirque cruel. Pourquoi? Parce que vous êtes une femme, parce que vous étiez vêtue de vêtements de travail sales. Quelle différence cela fait-il? Quelle différence cela fait-il? » Oswald, le mécanicien vétéran qui s'était moqué d'Amandine, s'approcha lentement et posa sa main sur l'épaule de Maurice. Sa propre voix était chargée d'émotion. « Patron, vous avez perdu Madame Flavie il y a 10 ans et depuis, vous avez érigé des murs. Des murs contre tout le monde, contre tout. On le voit bien. C'est peut-être ce dont vous aviez besoin pour vous réveiller. » Maurice se leva lentement, s'essuyant le visage du revers de la main. Il marcha vers Amandine, chaque pas semblant lui coûter un effort immense. Quand il s'arrêta devant elle, il garda une distance respectueuse, comme s'il ne se sentait pas digne de s'approcher davantage. « Je vous dois des excuses, » dit-il, la voix encore tremblante mais ferme. « Mais les excuses sont insuffisantes. Les mots sont insuffisants. Vous avez gagné le pari. La machine est à vous. Je vais transférer la documentation immédiatement, et si vous acceptez, je vais tripler le salaire initial que j'allais offrir avant tout cela. 45 000 € par mois pour être notre directrice technique. » Il déglutit, les larmes brillant encore dans ses yeux. « Et plus important que l'argent ou les machines, je vais apprendre. Je vais apprendre à être un homme meilleur, à voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment, et non pour les apparences ou les préjugés stupides que je porte. Vous m'avez appris en 3 heures ce que j'aurais dû apprendre en 52 ans. » Amandine regarda cet homme brisé devant elle, la douleur sincère dans ses yeux, la transformation se produisant en temps réel, et elle reconnut quelque chose de familier dans cette douleur, la même vulnérabilité qu'elle avait vue dans les yeux de son père après son AVC, quand Fernand regardait ses propres mains tremblantes et se sentait moins qu'un homme, la même douleur qu'elle avait ressentie en abandonnant ses rêves en Suède pour prendre soin de sa famille. Maurice n'était pas seulement un entrepreneur arrogant, c'était un homme détruit par la perte, qui avait bâti des armures de richesse et de pouvoir pour cacher un vide émotionnel qui le consumait de l'intérieur. Amandine respira profondément, sentant le poids du moment sur ses épaules. Elle regarda autour d'elle, voyant les visages des 30 employés qui avaient tout vu. Certains semblaient honteux, d'autres impressionnés, certains encore en train de digérer ce qu'ils avaient vécu. « Monsieur Lambert, » dit-elle calmement, sa voix ferme, mais sans cruauté, « je vais accepter votre emploi, mais je n'ai pas besoin de la machine. » Maurice cligna des yeux, confus. « Mais le pari, vous avez gagné. Elle est à vous de droit. »« Je sais, » continua Amandine, « mais ce dont j'ai besoin n'est pas une machine de 2,8 millions d'euros. Ce dont j'ai besoin, c'est que vous donniez l'équivalent de sa valeur à un fonds que je vais créer. Je l'appellerai Fonds Fernand Dubois de formation technique, en hommage à mon père. » Elle fit une pause, organisant ses pensées. « Nous utiliserons cet argent pour former des femmes à faible revenu de la Provence-Alpes-Côte d'Azur à la mécanique d'équipements lourds, au soudage industriel et à l'exploitation portuaire. Nous donnerons des bourses complètes, des équipements, des certifications. Nous montrerons que le talent n'a pas de genre, que la capacité ne dépend pas de l'apparence ou de l'endroit où l'on est né. » Amandine regarda directement dans les yeux de Maurice. « Et vous superviserez personnellement ce programme avec moi. Vous serez présent au cours, vous rencontrerez chaque élève, vous comprendrez leurs histoires, vous apprendrez non seulement que vous aviez tort, mais pourquoi vous aviez tort. » Le silence qui suivit était chargé d'émotion,
Maurice passa sa main sur son visage, essuyant les dernières larmes. Quand il parla, sa voix était plus forte, plus déterminée. « C'est fait, dit-il sans hésitation. Et je vais doubler la somme, 5,6 millions d'euros. Et je vais vendre mon yacht qui est à la marina depuis 2 ans et ajouter cet argent également. Cela représente plus de 3,2 millions d'euros au total, soit 8,8 millions d'euros pour ce projet. » Il tendit la main à Amandine, et cette fois, il n'y avait pas d'arrogance dans le geste, seulement un respect sincère. Amandine lui serra la main fermement. La poignée de main dura quelques secondes, un pacte étant scellé non seulement entre patron et employé, mais entre 2 personnes qui s'étaient rencontrées au pire moment possible et avaient choisi la transformation plutôt que le ressentiment. Lars Bergström, qui avait observé tout l'échange avec attention, s'approcha. « Amandine, Kalmar souhaite également soutenir ce projet. Nous allons fournir 3 Reach Stackers d'occasion en bon état pour la formation pratique, des équipements évalués à environ 1,2 million d'euros chacun. Et nous offrirons une certification technique gratuite à toutes les étudiantes qui termineront le programme. » Il ouvrit sa mallette en cuir et en sortit un document. Et il y a plus. Kalmar ouvre un poste de représentante technique senior de Kalmar en France. Travail à distance. Vous pouvez rester ici, à Marseille, en vous occupant de votre père. Un salaire de 180 000 euros par an, plus les avantages. Vous seriez responsable de tout le support technique de l'Europe du Sud, de la formation des équipes, du développement de solutions locales. Amandine sentit les larmes lui monter aux yeux pour la première fois ce jour-là. Elle pensa à son père qui l'attendait à la maison, aux factures médicales sur la table de la cuisine, aux 6 derniers mois de lutte et de sacrifice. Et maintenant, en l'espace de 3 heures, tout avait complètement changé. « J'accepte, » dit-elle, la voix nouée. « J'accepte tout, l'emploi ici, le poste chez Kalmar, et je consacrerai ma vie à faire fonctionner ce projet. » Les employés présents commencèrent à applaudir. Oswald fut le premier, ses grandes mains frappant fort. D'autres se joignirent rapidement, et en quelques secondes, toute la cour résonnait d'applaudissements sincères. Ce n'étaient pas des applaudissements obligés ou de courtoisie, mais de respect véritable pour quelque chose d'extraordinaire que tous avaient vu. Oswald s'approcha d'Amandine, enlevant sa casquette usée qu'il portait toujours. « Mademoiselle, je veux dire, docteur Dubois, je dois aussi vous présenter mes excuses. Ce que j'ai dit sur votre ignorance de ce qu'est un Reach Stacker était honteux. J'ai 2 filles, l'une à 24 ans, l'autre 19. Et je leur ai toujours dit que la mécanique n'était pas un métier pour les femmes, qu'elles devaient faire des études en administration ou en soins infirmiers. » Il s'essuya rapidement les yeux du revers de la main. « Aujourd'hui, vous m'avez montré que j'enseignais à mes filles à se limiter. Ma plus jeune, Julie, a toujours voulu toucher aux voitures. Elle adorait rester à l'atelier avec moi quand elle était enfant et je l'ai découragée. J'ai dit qu'elle se salirait, que ce n'était pas un travail pour une jeune femme. Elle fait de la pédagogie maintenant, mais je sais que ce n'est pas ce qu'elle voulait. » Amandine posa la main sur l'épaule d'Oswald. « Il n'est jamais trop tard. Quand nous créerons le programme, votre fille sera la première élève, si elle le souhaite, et vous serez l'un des instructeurs, car une expérience comme la vôtre est exactement ce dont ces filles auront besoin. » Oswald hocha la tête, incapable de parler, les émotions débordant. L'un des ingénieurs, le plus jeune à lunettes, s'approcha également. « Docteur Dubois, j'ai été diplômé il y a 5 ans de Centrale Marseille, la même université que vous avez fréquentée. Quand j'ai vu une femme en combinaison sale entrer ici, j'ai supposé qu'elle ne savait rien. Je ne lui ai pas donné de chance. Je n'ai même pas envisagé qu'elle puisse avoir de réelles connaissances. » Il enleva ses lunettes et nettoya nerveusement les verres. « Vous avez diagnostiqué en 15 minutes ce que Paul et moi n'avons pas pu découvrir en 2 heures avec tous les manuels du monde. Ce n'est pas seulement parce que vous êtes une femme, c'est parce que je suis devenu arrogant avec mon diplôme et que j'ai oublié que la vraie connaissance vient de l'expérience, du dévouement, de la passion pour ce que l'on fait. » Amandine sourit gentiment. « Vous apprendrez. Nous sommes tous toujours en train d'apprendre.
L'important est de reconnaître quand nous nous trompons et de faire différemment la prochaine fois. Maurice, qui s'était un peu éloigné pour digérer tout cela, revint, portant une bouteille d'eau fraîche qu'il avait prise au bureau. Il l'offrit à Amandine. « Vous devez mourir de soif après 3 heures de travail sous ce soleil. » Amandine accepta la bouteille et but la moitié d'une seule gorgée. Le liquide glacé descendant dans sa gorge sèche était la meilleure sensation qu'elle ait eue de toute la journée. Maurice attendit qu'elle ait fini de boire avant de parler à nouveau. « Amandine, je dois vous dire quelque chose, » dit-il, la voix basse et chargée d'émotion. « Mon épouse Flavie, elle est morte il y a 10 ans dans un accident de voiture. Je conduisais. Un camion a brûlé un feu rouge et a percuté le côté passager. Elle est morte sur le coup. Je m'en suis sorti sans une égratignure. » Il regarda l'horizon, le ciel bleu sans nuages. « Depuis ce jour, je suis devenu vide. J'ai construit cette entreprise jusqu'à ce qu'elle vaille plus de 100 millions. J'ai acheté des voitures, un yacht, une villa, tout. J'ai cru que le succès matériel allait combler le vide qui restait, mais cela m'a juste rendu plus amer, plus cruel. J'ai commencé à traiter les gens comme des objets, comme des chiffres, dans des feuilles de calcul. » Maurice reporta ses yeux sur Amandine. Flavie était professeure. Elle donnait bénévolement des cours de mathématiques à des enfants de communautés défavorisées tous les samedis matins. Elle croyait en l'opportunité pour ceux qui n'en avaient pas. Et j'ai complètement oublié cela. J'ai oublié qui elle était, ce qu'elle représentait. Il respira profondément, contrôlant son émotion. Quand vous avez proposé de créer ce fonds de formation, quand vous avez dit que vous vouliez donner des opportunités aux femmes qui n'en ont pas, c'était comme si Flavie parlait à travers vous. C'était comme si elle me rappelait qui je devrais être. Amandine ne savait pas quoi dire. Elle se contenta de hocher la tête, permettant à Maurice de continuer. « Je ferai plus que de donner de l'argent, » promit Maurice. « Je vais transformer cette entreprise entière. Je vais créer des quotas d'embauche pour les femmes dans toutes les fonctions techniques. Je vais mettre en place un congé maternité prolongé, une crèche sur le lieu de travail, une formation obligatoire sur le respect et la diversité pour tous les managers, et je serai présent au programme de formation, comme vous l'avez demandé, non pas comme un patron riche qui fait la charité, mais comme un élève apprenant à redevenir humain. » Lars Bergström, qui avait passé des appels depuis son téléphone, revint avec un large sourire. « Amandine, je viens de parler au PDG de Kalmar, en Suède. Il est autorisé à fournir non pas 3, mais 5 Rich Stackers pour le programme. Et de plus, nous allons envoyer 2 ingénieurs formateurs du siège pour passer 3 mois ici, aidant à structurer le curriculum technique. » Il montra son téléphone à Amandine. « Il veut vous parler. » Amandine prit le téléphone et entendit la voix familière de Martin Andersen, le PDG qu'il avait personnellement recruté il y a 6 ans. « Amandine, tu n'as aucune idée à quel point tu nous manques ici, mais ce que tu crées là-bas en France est plus grand que n'importe quel projet que nous avons en Europe. Kalmar soutiendra avec tout le nécessaire. Tu es la meilleure ingénieure qui ait jamais travaillé avec nous et maintenant tu utilises ce talent pour transformer des vies. C'est un véritable héritage. » Quand Amandine rendit le téléphone, elle souriait à travers ses larmes. Lars la serra fraternellement dans ses bras. « Bienvenue de nouveau dans la famille Kalmar, Amandine, même si c'est à distance. » Le soleil commençait à descendre à l'horizon quand Amandine regarda enfin l'heure. 16h40. La séance de kinésithérapie de son père était à 15h. Elle l'avait complètement manqué, mais elle savait que Fernand comprendrait quand elle lui raconterait tout ce qui s'était passé. Maurice remarqua l'expression d'Amandine. « Votre père vous attend. » « Il avait de la kinésithérapie à 15h, expliqua Amandine. « Mais tout va bien. Il comprendra. »« Rien ne va bien, » dit fermement Maurice. Il prit son portable et passa un appel rapide. « Bonjour, docteur Lefebvre, c'est Maurice Lambert. J'ai besoin que vous alliez chez monsieur Fernand Dubois maintenant et que vous fassiez la séance de kinésithérapie qu'il a manqué aujourd'hui. »
Adresse Amandine. Quelle est l'adresse de votre père? Amandine, surprise, donna l'adresse. Maurice répéta au téléphone. Vous pouvez facturer le triple de votre tarif normal pour le dérangement. Et, docteur Lefebvre, à partir de maintenant, Monsieur Fernand aura des séances quotidiennes entièrement payées par moi, jusqu'à ce qu'il ait la meilleure récupération possible. Oui, quotidienne. Merci. Il raccrocha et regarda Amandine. C'est le moins que je puisse faire, et demain, je veux rencontrer votre père personnellement. Je veux aussi lui demander pardon pour la façon dont j'ai traité sa fille. Amandine ne put retenir ses larmes cette fois. Elles coulèrent librement sur son visage sale de cambouis, laissant des traces propres sur sa peau. Maurice, sans rien dire, lui offrit un mouchoir propre qu'il avait tiré de sa poche. « Merci » murmura Amandine, « pour tout, pour avoir changé, pour avoir écouté. » Maurice secoua la tête. « C'est moi qui vous remercie. Vous auriez pu me détruire aujourd'hui. Vous auriez pu m'humilier comme j'ai essayé de vous humilier, mais vous avez choisi la rédemption, vous avez choisi la transformation. Vous êtes une meilleure personne que je ne l'ai jamais été. » Les employés commencèrent à se disperser lentement, retournant à leur poste, mais tous commentant encore à voix basse ce qu'ils avaient vu. Cet après-midi-là entrerait dans l'histoire de Tavares Logistique Portuaire, comme le jour où tout avait changé. Amandine se dirigea vers son vieux Ranger, mais avant d'entrer, elle regarda une dernière fois le Rich Stacker jaune-orange qui avait failli lui coûter sa carrière et sa réputation, mais qui était finalement devenu l'instrument de sa vindication. Maurice l'accompagna jusqu'au véhicule. Lundi, 9 heures du matin, vous commencerez officiellement comme notre directrice technique, et à partir de là, nous commencerons à planifier le programme de formation. Je vais demander à mon équipe juridique de structurer le fond. Je vais trouver un espace adapté pour les cours pratiques. Je vais tout faire correctement. Je sais que vous le ferez, dit Amandine. Et elle le croyait vraiment. L'homme devant elle était différent de celui qui était entré dans la cour 3 heures auparavant. La transformation était réelle, viscérale, permanente. Alors qu'Amandine rentrait chez elle, le soleil provençal peignant le ciel d'orange et de rose, elle pensa à la façon dont la vie pouvait basculer complètement en quelques heures. Elle était partie de chez elle ce matin-là désespérée, ses économies s'épuisant et son avenir incertain. Elle revenait avec 2 emplois, des ressources pour prendre soin de son père et une mission qui donnerait un sens à toutes les souffrances des derniers mois. 15 mois plus tard, par un matin ensoleillé d'avril, Amandine Dubois gara une Toyota Hilux 2024 SRX, argentée et brillante devant l'entrepôt de 2000 mélèpremétries, situé à la Seine-sur-Mer. Le terrain avait été donné par la mairie et la construction entièrement financée par Maurice Lambert. Une énorme plaque à l'entrée proclamait en lettres bleues « Centre de formation technique féminin, Fernand Dubois ». Amandine descendit de son véhicule, vêtue d'une combinaison de travail bleu propre et impeccable, avec le logo de Kalmar Industries brodé sur la poitrine. Ses cheveux étaient noués dans la même queue de cheval pratique que toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une confiance tranquille, un bonheur sincère qui n'était pas présent cet après-midi étouffant de janvier de l'année précédente. À ses côtés, Fernand Dubois descendit. À 58 ans, il marchait avec un léger traînement du pied droit, un reste discret de l'AVC qui avait failli le détruire. Sa récupération au cours des 15 derniers mois avait été extraordinaire. Les séances quotidiennes de kinésithérapie payées par Maurice, combinées à un traitement neurologique de pointe, lui avaient rendu environ 85% de sa capacité motrice. Plus important encore, elle lui avait rendu sa dignité et son but. « Et prête pour une nouvelle journée, ma fille ?» demanda Fernand, sa voix forte et claire, sans le léger zézément des mots qui avaient marqué les premiers mois après l'AVC. « Toujours, papa », sourit Amandine, et les deux marchèrent ensemble vers l'entrée du centre. À l'intérieur de l'entrepôt, la scène était celle d'une activité intense et organisée. 40 femmes, âgées de 18 à 45 ans, travaillaient à différentes stations. 3 Rich Stackers, Kalmar, DRG 450, dans les tons jaune et orange, dominaient la zone de formation pratique.
2 chariots élévateurs, Ister, H16 et MS, étaient démontés et remontés par un groupe de 8 étudiantes sous supervision. Un atelier complet de mécanique lourde occupait tout le côté gauche de l'entrepôt avec des établis, des outils professionnels, des équipements de diagnostic et même une petite zone de soudage industriel. Amandine marcha parmi les étudiantes. Son rôle était désormais celui de directrice technique du centre. Elle s'arrêta à côté d'une jeune femme de 22 ans qui vérifiait la pression hydraulique de l'un des Reach Stackers. « Comment est la lecture, Jessica ?» demanda Amandine. Jessica Martin, fille d'une couturière d'Aix-en-Provence, regarda le manomètre avec concentration. 348 bars, température à 81 degrés C, tout est dans les paramètres idéaux. Instructrice. « Parfait. Maintenant, explique-moi pourquoi la température ne doit pas dépasser 95 degrés. » Jessica répondit sans hésiter. Sa voix empreinte d'une connaissance sûre. Au-dessus de 95 degrés C, l'huile hydraulique commence à dégrader ses propriétés de lubrification. Les joints peuvent commencer à céder et la viscosité diminue, provoquant une perte de pression dans le système. Dans les cas extrêmes, au-dessus de 125 degrés C, il peut y avoir une défaillance catastrophique des composants. Amandine sourit avec fierté. « Excellent, vous êtes prête pour la certification. » Dans une autre zone, Martine Roussel, une ancienne employée de maison de 38 ans, enseignait à 3 jeunes étudiantes les systèmes hydrauliques. Martine avait fait partie de la première promotion, diplômée 6 mois auparavant, et travaillait maintenant comme mécanicienne spécialisée au port de Marseille-Fos avec un salaire de 14 000 € par mois. Mais chaque samedi, elle revenait au centre comme instructrice bénévole. « Voyez ici », expliquait Martine en désignant un diagramme mural. Le système a 3 circuits principaux. Si l'un échoue, les autres peuvent compenser temporairement, mais vous devez identifier lequel échoue avant que le problème ne se propage. Fernand Dubois était dans la zone de soudage, supervisant 2 étudiantes qui pratiquaient le soudage MIG sur des tôles d'acier. Il était devenu superviseur de formation bénévole, utilisant ses 3 décennies d'expérience portuaire pour inspirer la nouvelle génération. Les étudiantes l'adoraient, l'appelaient affectueusement Monsieur Fernand, et il traitait chacune comme si elle était sa propre fille. « Maintenez l'angle à 15 degrés, Patricia », les guidait-il avec une patience infinie. « Oui, comme ça, vitesse constante. Parfait. » Maurice Lambert arriva au centre à 9h30, comme il le faisait tous les mardis et jeudis. Il n'arrivait plus dans des voitures ostentatoires. Il conduisait maintenant une berline et portait des vêtements simples. Au cours des 15 derniers mois, il s'était complètement transformé. Tavares, logistique portuaire, avait mis en œuvre tous les changements promis. 32% des nouvelles recrues dans des fonctions techniques étaient désormais des femmes. L'entreprise avait construit une crèche sur le lieu de travail, mis en place un congé parental, prolongé pour les mères et les pères, et tous les managers avaient suivi une formation obligatoire sur la diversité et le respect. L'entreprise avait triplé de taille et avait été certifiée comme l'une des meilleures entreprises pour les femmes à travailler en France par le magazine L'Express. Mais plus que cela, Maurice s'était transformé personnellement. L'homme amer et cruel qui avait humilié Amandine cet après-midi de janvier n'existait plus. À sa place, il y avait quelqu'un d'humble, présent, véritablement intéressé à faire la différence. « Bonjour tout le monde », salua Maurice en entrant. Il n'exigeait pas de révérence ou de formalité. Les étudiantes l'appelaient simplement Maurice, et il préférait cela. « Bonjour Maurice », répondirent les voix féminines en chœur. Il se dirigea vers Amandine, qui révisait un calendrier de certification sur sa tablette. « Je suis venu vous dire que j'ai obtenu 2 nouvelles entreprises partenaires. ArcelorMittal France s'est engagé à verser 2,3 millions d'euros supplémentaires au fonds et souhaite embaucher 10 diplômés chacune dès qu'elles auront terminé la certification. » Amandine hocha la tête en signe d'approbation. « Excellent. Cela signifie que nous pourrons ouvrir la 4e promotion plus tôt que prévu. » Oswald était également présent.
Le mécanicien vétéran était devenu l'un des instructeurs les plus dévoués du centre, et sa fille cadette, Julie, 19 ans, faisait partie de la 2e promotion, réalisant enfin le rêve de travailler avec la mécanique que son père avait tenté de détruire des années auparavant. « Papa, regarde ici !» l'appela Julie fièrement. « J'ai réussi à démonter et remonter la transmission entière du Hyster en 47 minutes. Mon meilleur temps. » Oswald serra sa fille dans ses bras, les larmes aux yeux. « Tu es meilleure que je ne l'ai jamais été, ma fille. Bien meilleure. » Ce matin-là était spécial. C'était le jour de la cérémonie de remise des diplômes de la 2e promotion. 23 femmes étaient sur le point de recevoir leurs certifications officielles, Kalmar et CACES, documents qui les qualifieraient pour travailler dans n'importe quel port ou centre logistique en France. À 10 heures, les invités commencèrent à arriver. Des représentants de Kalmar Industries étaient venus de Suède spécialement pour la cérémonie. Lars Bergström était présent avec 2 ingénieurs seniors du siège, des journalistes de 3 chaînes de télévision et de 2 journaux importants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, étaient là pour couvrir l'événement. Des représentants du gouvernement régional, de la mairie de la Seine-sur-Mer et de 15 entreprises partenaires occupèrent les chaises disposées en rangées organisées. Une estrade improvisée fut montée dans la zone centrale de l'entrepôt. Les 23 diplômés étaient alignés, vêtus de combinaisons bleues neuves, avec le logo du centre brodé. Certaines pleuraient d'émotion, d'autres souriaient largement. Toutes rayonnaient de fierté. Amandine monta sur l'estrade pour prononcer le discours principal. Elle regarda les diplômés, son père fier au premier rang, Maurice, qui ne manquerait cet événement pour rien au monde, Lars et l'équipe de Kalmar, Oswald et Julie côte à côte, Martine, qui était revenue spécialement pour voir ses collègues de la première promotion obtenir leur diplôme. « Il y a 15 mois, commença Amandine, sa voix ferme et émue. J'ai garé mon vieux pick-up devant une entreprise, demandant une chance. J'étais désespéré, mes économies s'épuisaient, et mon père avait besoin de soins. J'aurais accepté n'importe quel emploi, n'importe quel salaire, n'importe quelle condition. » Elle fit une pause, laissant les mots pénétrer. Le propriétaire de cette entreprise m'a regardé avec mépris, s'est moqué de ma tenue sale, a douté de ma capacité et m'a défié de sauver une machine de 20 tonnes en échange d'un pari cruel. Maurice, dans le public, baissa la tête. Même après 15 mois, la honte de ce jour le brûlait encore. Mais cet homme ne savait pas, continua Amandine, qu'il ne me mettait pas seulement au défi de sauver une machine. Il me donnait l'opportunité de sauver quelque chose de bien plus grand. Je n'ai pas seulement sauvé un Rich Stacker ce jour-là, j'ai sauvé l'avenir de centaines de femmes. Elle désigna les diplômés. Regardez ces 23 femmes ici présentes. Jessica Martin, qui commencera lundi comme opératrice de Rich Stacker au port de Marseille avec un salaire de 9 200 € par mois. Elle subviendra aux besoins de sa mère couturière et de son jeune frère. À Caroline Moreau, qui a déjà un contrat signé avec ArcelorMittal France pour travailler comme mécanicienne d'équipements lourds pour 11 500 € par mois. Elle pourra enfin permettre à sa famille d'être propriétaire et d'acheter sa propre maison. Amandine désigna d'autres diplômés. Renée Olivier, 41 ans, qui a travaillé 18 ans comme femme de ménage et qui gagnera désormais 10 000 € par mois comme superviseuse de maintenance chez ArcelorMittal. Talia Fournier, 19 ans, qui fera des études d'ingénierie mécanique le soir, tout en travaillant de jour comme opératrice certifiée. Victoire Bernard, 35 ans, mère de 3 enfants, qui triplera ses revenus familiaux en travaillant chez Tavares Logistique. La voix d'Amandine devint plus forte, plus passionnée. Chacune de ces femmes a entendu toute sa vie que la mécanique n'était pas pour elle, que les grosses machines étaient la responsabilité des hommes, qu'elles devaient accepter les emplois que la société avait décidé appropriés pour les femmes, et chacune d'elles a décidé de prouver que c'était un mensonge. Elle regarda directement Maurice. L'homme qui m'a défié ce jour-là a appris la leçon la plus importante de sa vie.
Il a appris que le préjugé n'a aucun fondement dans la réalité, que la capacité n'a pas de genre, que la dignité et le respect sont des droits universels, pas des privilèges accordés par l'apparence ou l'origine. Maurice pleurait ouvertement. Lars Bergström, à ses côtés, posa la main sur son épaule en signe de solidarité. « Maurice Lambert a transformé toute son entreprise, » déclara Amandine. « Il a créé de réelles opportunités, mis en œuvre des politiques équitables, et plus important encore, il s'est changé lui-même. Il a prouvé que la rédemption est possible lorsque l'on a le courage de reconnaître ses erreurs et de faire différemment. » Elle se tourna vers Fernand. « Mon père m'a enseigné dès l'enfance que le talent est universel, mais pas l'opportunité, que certaines personnes naissent avec toutes les portes ouvertes, tandis que d'autres doivent en défoncer chacune. Ce centre existe pour ouvrir des portes, pour garantir que le talent soit reconnu indépendamment de qui vous êtes, d'où vous venez ou de votre apparence. » Amandine prit un certificat et le leva. Ces certifications que nous remettons aujourd'hui ne sont pas de simples papiers, ce sont des clés. Des clés pour l'indépendance financière, pour la dignité professionnelle, pour un avenir meilleur. Ce sont des preuves concrètes que vous avez vaincu tous les obstacles et conquis votre place légitime. Elle descendit de l'estrade et commença à appeler les diplômés une par une. Chacune montait, recevait son certificat d'Amandine, serrait la main de Lars Bergström, recevait une accolade de Fernand et posait pour des photos. Beaucoup pleuraient, certaines riaient à travers leurs larmes. Toutes irradiaient une joie pure. Quand Julie, la fille d'Oswald, monta pour recevoir son certificat, son père ne put se contenir. Il monta sur l'estrade sans être appelé et serra sa fille longuement dans ses bras. « Pardon, ma fille » murmura-t-il assez fort pour que les microphones captent. « Pardon d'avoir failli détruire ton rêve. Tu es ma plus grande réussite. » Toute l'assemblée se leva sous des applaudissements émus. Après que toutes les diplômés aient reçu leur certificat, Maurice demanda la parole. Il monta sur l'estrade, visiblement nerveux. « Je ne mérite pas d'être ici », commença-t-il d'une voix tremblante. « Je ne mérite pas l'honneur de voir ces femmes extraordinaires obtenir leur diplôme, car il y a 15 mois, j'étais le genre d'homme qui aurait détruit les rêves de chacune d'elles. » Il respira profondément. Mais Amandine m'a donné quelque chose que je ne méritais pas, une seconde chance. Et Flavie, mon défunte épouse, serait fière de voir comment cet argent est utilisé, non pas pour acheter un autre yacht inutile ou une autre voiture dont je n'ai pas besoin, mais pour transformer des vies réelles. Maurice annonça « Au cours des 5 prochaines années, je ferai don de 50 millions d'euros supplémentaires pour étendre ce projet à toute la France. Nous ouvrirons des centres à Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux. Nous formerons 1000 femmes par an et nous prouverons que ce n'est pas un projet expérimental ou une charité temporaire, mais un mouvement permanent de transformation sociale. » Les applaudissements furent assourdissants. La cérémonie se termina par un déjeuner communautaire. Diplômés, instructeurs, invités, tous mangeant ensemble dans la cour extérieure du centre sous le soleil provençal. Amandine était assise à une table avec son père, Maurice, Lars et Oswald. Ils conversaient animément sur les projets futurs, sur les prochaines promotions, sur l'expansion des partenariats. « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus ?» dit Lars. « Ce n'est pas la compétence technique des étudiantes, qui est exceptionnelle, c'est la transformation que j'ai vue dans les entreprises partenaires. Les managers qui étaient sceptiques au début se disputent maintenant pour embaucher les diplômés. Le changement culturel est en cours. » Fernand sourit. « C'est parce que le talent parle plus fort que les préjugés. Cela a toujours été ainsi. Il leur fallait juste une chance de le prouver. » 3 ans après cet après-midi étouffant à Marseille, le centre de formation Fernand Dubois avait formé 180 femmes avec un taux d'employabilité de 94%. Amandine avait été invitée à rejoindre le Conseil national du développement industriel, devenant la voix des femmes dans l'industrie lourde française. Maurice Lambert avait créé une bourse d'études au nom de Flavie pour les filles d'ouvriers portuaires. 5 nouveaux centres étaient en construction dans d'autres régions.
Et le calmar DRG 450S jaune-orange, qui avait failli causer une tragédie, fut donné en permanence au centre de formation, où il servait de machine principale d'entraînement. À sa base, Maurice avait personnellement installé une plaque de bronze avec une inscription qu'il avait rédigée de ses propres mots, dédiée à Amandine Dubois, qui nous a enseigné que le plus grand équipement que tout professionnel puisse posséder est le respect de la dignité humaine. Ici, toutes les machines sont grandes, mais aucun rêve n'est trop petit. Amandine passait devant cette plaque tous les jours, et chaque fois qu'elle la lisait, elle se souvenait que 3 heures sous le soleil écrasant avaient changé non seulement sa vie, mais des centaines d'autres. Que l'humiliation peut se transformer en inspiration, que la cruauté peut donner naissance à la compassion, et que même les préjugés les plus ancrés peuvent être vaincus lorsque le talent rencontre l'opportunité. L'héritage n'était pas dans la machine, il était dans les 180 femmes travaillant dans les ports, les mines, les entreprises de transport, partout en France. Il était dans les filles qui avaient maintenant un avenir différent,